Alors, je crois que la sûreté nucléaire, c'est tout un ensemble, un corpus de règles qui sont des règles qui sont maintenant complètement internationales. Nous avons régulièrement des inspections de nos pairs qui, donc au Vienne, c'est 2 mois, des professionnels, hein, nos homologues d'un certain nombre de pays qui viennent passer 2 mois et expertiser dans le détail la vie d'une centrale, dans tous ses détails, pour donner des conseils, des recommandations à l'exploitant. Je pars de cet exemple pour montrer qu'aujourd'hui, on est dans des standards mondiaux en matière de sûreté nucléaire, et d'ailleurs, il y a une communauté aussi des régulateurs qui se parlent constamment entre eux. Alors, évidemment, la sûreté, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect d'abord des installations elles-mêmes, des installations physiques, hein, qui doivent, dans leur conception même, assurer la réponse à des circonstances d'incident, d'où un système pour la Belgique de triple redondance systématiquement de tous les équipements, de manière à éviter que l'un d'entre eux ne crée un effet de blocage susceptible d'aggraver une situation d'incident. Donc les installations elles-mêmes ont une conception qui aujourd'hui est une conception robuste, je dirais, de la sûreté. On est dans des réacteurs à eau pressurisée classiques, comme il en existe beaucoup dans le monde, qui ont été bien analysés. Et donc, on a par exemple une double enceinte pour les bâtiments, ce qui protège d'un côté le bâtiment réacteur contre des risques mais aussi des risques externes maintenant, puisque la protection des aéronefs qui pourraient tomber sur les centrales est évidemment garantie. On a un système de triple redondance systématique, hein, avec des ressources additionnelles en électricité grâce aux générateurs. On a toutes sortes de systèmes de ponts qui sont multiples, des circuits d'eau qui sont redondants, enfin, etc. Donc ça, c'est classique. C'est la conception des centrales. Alors, ces règles de conception et de physique ont été renforcées à l'occasion des expériences Fukushima, hein, du retour d'expérience Fukushima. Si on prend l'exemple de la Belgique, on a eu un rehaussement significatif des digues le long de la Meuse à Tihange, pour faire face à un aléa inconnu, géologique inconnu aujourd'hui, mais enfin on ne sait jamais, dans lequel il y aurait une poussée des eaux et une montée de l'eau qui serait extraordinaire. On sait que l'essentiel du problème de Fukushima est lié à la submersion d'un petit mur qui était légèrement bas. Bon, donc on a fait ça. Il y a également des mesures qui ont été prises pour le confinement, et notamment ce qu'on appelle système d'évents filtrés. Les évents filtrés, ce sont des systèmes de décompression de la pression à l'intérieur de l'enceinte confinée en cas d'accident nucléaire majeur, qui, on l'a vu à Fukushima, entraîné l'explosion des plafonds, hein, des toits. Bon. Et a donc généré un nuage radio sur Tokyo. Bon. Cette situation est évidemment impossible depuis qu'on a fait ces investissements, c'est-à-dire que chaque structure est dotée de ce qu'on appelle un évent filtré. C'est un système de soupape d'air, en réalité, pour permettre que la compression à l'intérieur du bâtiment n'aboutisse à une explosion massive, avec un système de filtrage chimique qui limite les rejets possibles de matières radioactives à l'extérieur. Donc ces travaux ont été faits. Ce sont des conséquences de Fukushima. De même qu'il y a eu la prise en compte d'un certain nombre de sujets de sismicité, même si on est à un niveau très peu critique en Belgique, dans ces zones-là de risque de tremblement de terre. On n'est pas à Nice, au bord de l'aéroport. Mais il se trouve qu'on a aligné toutes les obligations de sismicité progressivement sur des normes de criticité très élevées sur le modèle japonais.
Et on pourrait multiplier les exemples de ces renforcements des installations physiques. Ça, c'est essentiel. Mais il y a tout aussi important que ça, et je parle sous le contrôle du patron de l'exploitation, qui, Madame la rapporteure, pourrait peut-être dire un mot là-dessus, il y a le problème de la culture de sûreté de tous les agents. Je vous ai dit qu'il y avait 2000 salariés permanents sur le site, il y a à peu près 2000 sous-traitants qui passent d'une manière ou d'une autre sur le site. Tous ces gens doivent être d'abord, évidemment, sécurisés en tant qu'individus, ça va de soi, avec des habilitations policières sur qui a le droit de rentrer ou pas, bien sûr, ça va de soi, mais aussi doivent avoir les bons gestes, les bons réflexes, la bonne culture. Et là, je dois dire que bon, j'ai une expérience très comparable en matière de sûreté, qui est la sûreté ferroviaire, quand je dirigeais la RATP. C'est le seul sujet avec lequel il n'y a strictement aucune discussion possible entre la hiérarchie et les agents. Tolérance zéro par rapport aux écarts de comportement sur les questions de sécurité. Or, des gestes extrêmement banals, extrêmement simples, non réfléchis, sont des gestes qui peuvent avoir une application sécuritaire. Donc le niveau de concentration, d'engagement de l'ensemble des salariés, y compris pour des tâches modestes à l'intérieur de la centrale, doit être partagé depuis le sommet jusqu'à la base, avec la conviction et le même souci de faire strictement ce que les process ont défini. Donc c'est un côté un peu difficile, hein, parce que la marge de manœuvre est nulle, mais c'est ce qu'on attend d'un pilote d'avion aussi. Hein. Bon, il n'a pas de marge de manœuvre, il n'a pas de marge d'originalité ou de créativité pour appuyer sur un bouton. Hein. Bon. Et au fond, c'est la même chose. Et à tous les niveaux, il faut sans cesse que tous les systèmes managériaux vérifient l'implication, la motivation, l'engagement, j'allais dire le courage de tous les salariés sur les entités. C'est pour moi la question la plus importante en matière de sûreté, sur laquelle nous avons fait, je crois, depuis quelque temps, avec l'aide d'appui de conseils extérieurs. On a beaucoup échangé avec EDF, par exemple, on échange beaucoup là-dessus. Je crois qu'il faut sortir de son bocal, il faut qu'il y ait de la cohésion dans la communauté des exploitants pour échanger sur les bonnes pratiques, pour trouver les bons profils techniques, pour recruter les gens compétents dans ces domaines, se doter avec modestie de conseils extérieurs quand on en a besoin, ce que nos amis belges ont fait avec beaucoup de sagesse. Voilà. Et après, il faut décliner ça au quotidien. Et chaque jour qui passe, il faut recommencer. Hein, il faut recommencer à avoir la même exigence. Donc voilà notre philosophie, si vous voulez, de la culture. Et je pense que pour nous, c'est plus important même que l'installation, parce que l'installation elle a été conçue de manière normée, je vous dis, au niveau mondial, tout le monde fait pareil, hein, plus ou moins. Mais bon. Tandis que ça, c'est vraiment... chaque site est différent de ce point de vue-là. Et peut-être que le directeur, si vous permettez, pourrait dire un mot de notre philosophie, la manière dont on fait avancer le sujet, avec le contrôle et puis de l'agence de sûreté, qui est très impliquée évidemment dans la définition de ces critères et dans le contrôle physique sur place de ces critères. Pourrais-je me permettre de poser une question ?